Bonjour à tous. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter un sujet effectivement qui me tient à cœur. En 1974, Alessandro Mandini, qui est un architecte et designer italien, écrivait « Nous vivons entourés de problèmes importants, massacres, récession, guerre, énergie, et pour vivre, nous attaquons à de petits problèmes. Nous dessinons bien et mal des serrureries et des fouets, des chiottes et des pavillons, des digues et des plans d'urbanisme pendant qu'autour de nous éclatent des bombes. » C'était en 1974 et aujourd'hui, je voudrais qu'on se pose la question, il s'est passé presque 50 ans, et si enfin nous nous occupions des bombes. Donc je m'appelle Sylvie Daumal et je vais aujourd'hui vous parler de la façon dont on peut s'y prendre pour s'occuper des bombes. Quand je pense aux bombes, évidemment, je fais référence à des choses que vous connaissez bien, notamment tous ceux qui ont assisté l'année dernière à la conférence de Jean-Marc Jancovici. Donc c'est évidemment le dérèglement climatique, c'est aussi l'effondrement de la biodiversité, et puis c'est aussi une chose dont on ne parle pas suffisamment, qui est l'artificialisation des terres. On peut aussi s'occuper un petit peu des massacres. Et les massacres auxquels je pense, c'est la surfréquentation touristique. Et puis, chose plus grave, la disparition des écosystèmes. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien mignon, mais en fait, pourquoi nous? Pourquoi nous, designers, on devrait s'occuper de ça? Mais en fait, il y a une très très bonne raison, c'est que selon une étude de la Commission européenne, plus de 80% de l'impact environnemental d'un produit est directement lié à la conception, donc au design. Ça veut dire qu'on a une très grande responsabilité, un très grand pouvoir et donc une très grande responsabilité. Alors vous allez peut-être trouver que ça ne correspond pas à votre activité, à votre pratique quotidienne. Mais même quand vous dites que votre travail consiste à faire des parcours utilisateurs ou des interfaces graphiques, même dans ces cas-là, ça a, on va dire, un impact sur beaucoup de dimensions auxquelles on ne pense pas forcément quand on est sur son interface et quand on est sur son parcours. Petit exemple, si on s'occupe des locations de trottinettes, on ne s'est pas tellement occupé de savoir ce qui allait se passer sur les trottoirs, donc il s'est passé ça. On ne s'est pas tellement occupé non plus de savoir quelle a été l'expérience du juiceur, c'est-à-dire de la personne qui va ramasser les trottinettes et les faire les réalimenter, voilà, les recharger. Donc on ne s'est même pas occupé de savoir comment on allait pouvoir empiler ces trottinettes. Et puis on ne s'est pas non plus occupé de la sécurité, ce qui fait qu'en 2022, les chiffres sont assez, on va dire, impressionnant, c'est à Paris 3 décès et 459 blessés. Donc au fond, si on essaye de prendre un tout petit peu de recul sur ce qu'on fait tous les jours, en fait la vraie nature des problèmes auxquels nous attelons tous les jours, c'est finalement une nature systémique. Voilà. On intervient dans un système. Donc quand on s'occupe de mobilité, voilà, on s'occupe d'un système et c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, on hérite, on va dire, de choses existantes. On ne travaille pas sur une page blanche. Voilà. Et la plupart du temps, la résolution de nos problèmes, en fait, se heurte à des verrous qu'on appelle des verrous sociotechniques. Donc la question, ce n'est pas forcément de savoir comment je gère le flux des voitures, comment je passe de voitures thermiques à des voitures électriques, si tant est que ce soit même faisable. Le fait est que voilà, les problèmes d'aujourd'hui, en fait, sont les solutions d'hier. Et donc, il faut vraiment se prémunir sur le fait que les solutions d'aujourd'hui vont pas être nos problèmes de demain. Et donc, quand on parle de verrou socio-technique, c'est ça. C'est le fait qu'à partir des années 70, avec le développement de la voiture, se sont développées des zones pavillonnaires qui aujourd'hui ne peuvent pas
fonctionner sans voiture. Donc si vous regardez chaque maison a 1 ou 2 voitures, parce qu'il est impossible de vivre dans ces maisons-là sans avoir accès à une voiture individuelle. Et donc on est face à un sujet de fait complexe. C'est pour ça qu'il faut qu'on change nos méthodes pour prendre en compte cette complexité-là. Alors vous allez me dire comment je fais, parce que déjà c'est compliqué d'expliquer mon métier. Et puis ça va être très très compliqué d'expliquer aux gens autour de moi qu'il va falloir changer de méthode. Et effectivement, c'est très difficile de faire comprendre à quelqu'un quelque chose quand son salaire dépend précisément du fait qu'il ne le comprenne pas. Et donc c'est souvent malheureusement le cas de vos commanditaires, c'est le cas des gens qui sont autour de vous, mais on a plutôt des bonnes raisons parce qu'il faut essayer de les convaincre de s'y atteler autrement, de faire autrement. Et la bonne chose, c'est qu'on a des très très bons arguments pour faire ça. Et ces arguments-là, j'espère que vraiment vous allez vous en emparer. Le premier, c'est que d'abord, il y a énormément de réglementations. Depuis 2020, les réglementations se suivent et sont de plus en plus exigeantes et de plus en plus contraignantes. Je vous en cite quelques-unes. Il y a le fait que vous avez la loi climat-résilience qui renforce une loi précédente qui était la loi énergie et climat et qui durcit les sanctions, notamment en cas d'écocide et donc de dégâts faits sur l'environnement avec des sanctions pénales. La loi anti-gaspillage, voilà, qui est également sortie et qui contraint énormément d'activités, notamment des activités du bâtiment, mais pas que, les activités de la restauration qui limitent les déchets, qui obligent à mettre en place des systèmes d'économie circulaire. Et puis des contraintes légales, donc qui se renforcent aussi. Le bilan carbone était obligatoire pour les grandes entreprises depuis 2022. Elle est obligatoire pour même si c'est de façon, on va dire, plus allégée, pour les entreprises de plus de 50 salariés. Vous avez un rapport extra-financier qui est également obligatoire. Et puis, le registre des déchets qui est devenu obligatoire depuis janvier 2022, qui oblige toute entreprise, quelle qu'elle soit, à avoir un registre dans lequel tous les déchets, c'est-à-dire tout ce qui est rejeté dans l'air, dans l'eau, les gravats, les matériaux, doit être systématiquement consigné et la traçabilité doit être parfaite. On doit savoir où ça va, comment ça va. Voilà. Donc, on a un arsenal juridique. Cet arsenal juridique, en fait, il ne cesse de se développer. Les risques sont de plus en plus grands. En particulier, les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour l'environnement signale que le nombre de procès ne cesse de se multiplier d'année en année. Donc il y a de plus en plus d'associations qui luttent et qui mettent en cause les entreprises. Et puis on a quand même eu la chance de voir l'affaire du siècle. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'affaire du siècle, c'est un combat qui a été mené par 3 associations de défense de l'environnement qui ont passé des années à attaquer l'État français. Et l'État français a été condamné pour inaction climatique, maintenant depuis plus d'1 an. Et donc nous sommes condamnés à verser des amendes qu'on continue à verser parce qu'on continue de ne rien faire. Mais c'est l'État français qui a été condamné par le Conseil d'État. Donc aujourd'hui, on va dire, c'est au niveau de l'État, et puis demain, ça va descendre au niveau des entreprises, au niveau des personnes. Et ces risques-là, ils sont pas nuls, parce que si vous regardez des entreprises comme justement les entreprises qui ont mis en place des locations de trottinettes, elles sont face à des réglementations qui arrivent, on va dire, alors qu'ils ne s'attendaient pas. Parce que justement, ils ne se sont pas vraiment occupés de savoir ce qui se passait avec leurs services. Et aujourd'hui, en fait, les services de trottinettes électriques vont être supprimés à Paris. Donc tout ça, c'est des bonnes raisons en fait pour s'occuper. Il y a une autre très bonne raison qui, en général, on va dire, est bien accueillie dans les entreprises. Évidemment, c'est la question de l'argent. Les ressources aujourd'hui sont de plus en plus chères et de plus en plus limitées. Donc c'est des choses que vous avez tous constatées dans votre quotidien. C'est l'électricité qui est de plus en plus chère. Il y a même des entreprises qui ont arrêté leur production, notamment les ferreries, parce que ça demandait trop d'électricité et ils n'arrivaient plus à mettre en place des équations économiques. C'est évidemment le prix de l'essence.
et des énergies fossiles, le pétrole et le gaz. C'est évidemment des problèmes de pénurie d'eau qui sont, on va dire, souvent dans les unes de nos journaux, en tout cas depuis 3 mois, qui obligent à se poser la question comment je fais quand j'ai plus d'eau. Et puis une pénurie de talents, avec les grandes difficultés qu'on voit aujourd'hui des entreprises de recruter des talents, de les garder. On voit de plus en plus de jeunes diplômés qui déclarent qu'ils n'iront plus dans des entreprises climaticides ou dans des entreprises qui ne respectent pas l'environnement. On voit à peu près tous les jours, alors que ce soit à partir pour un réveil écologique. On le voit, c'est arrivé à AgroParisTech, c'est arrivé encore hier à HEC, c'est-à-dire que partout, on voit que les jeunes diplômés n'ont plus envie d'aller dans des entreprises qui ne sont pas vertueuses. Donc au fond, tout ça, c'est des arguments, on va dire, très importants pour les entreprises. Et aujourd'hui, elles n'ont plus le choix. Elles n'ont plus le choix parce qu'il y a les réglementations, parce qu'il y a une nécessaire sobriété, parce que si elles veulent continuer de travailler, il faut qu'elles continuent d'avoir des personnes. Donc, comment on fait pour aborder ça? Parce qu'effectivement, en tant que designer, on n'est pas forcément armé aujourd'hui pour aborder ça. Alors, la bonne chose, c'est que, évidemment, on a des outils. Et comme on a des outils, évidemment, nous forgeons nos outils, mais les outils nous forgent. Donc, grâce à ces outils, on va pouvoir nous-mêmes se former. Voilà, et utiliser des outils qui ont été développés par des penseurs et des designers systémiques. Alors vous me dites, concrètement, ça veut dire quoi? Voilà. Concrètement, ça veut dire qu'il faut penser plus largement le collectif, au-delà des parties prenantes, c'est-à-dire ne pas prendre que l'utilisateur ou même le salarié. Il faut aussi s'intéresser à tous les gens qui, d'une façon ou d'une autre, sont touchés par ce qu'on est en train de faire. J'aime beaucoup cette citation d'Hassan Özbekan qui dit « Il n'est pas éthique d'intervenir dans un système socio-technique sans l'autorisation expresse et la participation des gens concernés. » À méditer, mais donc tous les gens qui sont concernés par le sujet, même les gens qui passent en poussette et qui sont gênés par les trottinettes sur les trottoirs, devraient être consultés. Et donc ça veut dire aussi décrypter les mécanismes. Donc pour ça, il y a on va dire qu'il y a des cartographies qu'on peut mener avec des boucles de causalité. Donc là, je vous prends un exemple qui a été fait sur le travail qui est fait à Paris pour lutter grâce au changement de système de transport, pour lutter contre le réchauffement climatique, enfin plutôt s'adapter au réchauffement climatique. Et on voit que dès lors qu'on a une vision systémique des choses, on s'occupe aussi bien des transports en commun, de l'usage de la voiture, du vélo, l'organisation de l'aménagement de la voirie, et puis aussi des lieux d'espaces verts qui sont des lieux nécessaires aussi pour lutter contre les températures caniculaires. Il faut aussi apprendre à dépasser les évidences. Pour ça, il y a un outil très intéressant qui s'appelle l'analyse en couche causale, qui fait passer des phénomènes observables à des causes qui sont des causes plus profondes, puis à une analyse de la structure, c'est-à-dire les parties qui sont concernées. Et enfin, on va sur la métaphore, c'est-à-dire finalement ce modèle mental que nous partageons tous de façon totalement implicite et sans qu'il soit jamais exprimé. Donc si je prends le cas du trafic automobile, en prenant le travail de Solay Ayatollah, qui est le créateur de ce modèle d'analyse en couche causale, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a les embouteillages et la congestion et la pollution au niveau de l'observation. On a évidemment en structure le système de transport de la ville. Notre structure, c'est notre individualisme occidental et notre vision d'une ville efficace. Et puis on finit sur une conception très profondément ancrée qui est la voiture, c'est la liberté et c'est la conquête de la planète. Avec une voiture, je peux aller partout. Je peux mettre des routes partout et tout découvrir. Et en fait, ça nous permet aussi d'inventer le futur, parce que dans un mouvement ascendant, on peut repartir de cette métaphore, essayer de comprendre comment on peut envisager autrement les choses, pas juste substituer les voitures
thermique par des voitures électriques, mais repenser complètement notre mobilité en se reposant la question, qu'est-ce que ça veut dire la mobilité, qu'est-ce que ça veut dire voilà, une économie régénératrice. Et puis, vous allez me dire, ben, c'est très très mignon tout ça, mais moi demain, sur mon projet, je fais quoi? Voilà. Alors, il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a beaucoup de choses qui sont des outils faciles que vous pouvez introduire dans vos projets et qui vont déjà commencer à leur donner en fait une dimension systémique et qui va commencer à l'installer dans une vision plus large et en particulier travailler sur les acteurs, identifier tous les acteurs. Donc tous les acteurs, c'est aussi des non-humains. Ça veut dire qu'on va intégrer un bois, une étendue d'eau, une rivière, une nappe phréatique. On va intégrer aussi des systèmes qui sont des systèmes techniques, technologiques, pour bien comprendre ce qui est à l'œuvre. Par exemple, récemment, il y a eu une grande panne dans les centrales téléphoniques. Et donc la panne a duré quelques heures, mais ça a suffi pour enrayer l'appel à des services d'urgence et il y a eu 3 personnes qui sont décédées. Voilà. Donc quand on réfléchit à un système comme ce système-là, on fait aussi intervenir la dimension technique qui est à l'œuvre. On peut utiliser un outil qui s'appelle la roue du futur, qui a été développé en 71 par Jérôme Glen et qui permet, à partir d'un événement, d'identifier quelles sont les premières conséquences et sur ces premières conséquences, quelles sont les deuxièmes conséquences et à partir des deuxièmes, les troisièmes. Et donc ça permet finalement de commencer à se rendre compte de tous les impacts, que ce soit sur l'environnement, sur les groupes sociaux, sur la vie dans la cité, toutes les différentes dimensions qui vont, d'une certaine manière, être touchées par le projet, voilà, l'intention, l'ambition qu'on est en train de travailler. Et ça, c'est, on va dire, un outil que vous pouvez intégrer facilement dans une série d'ateliers en y passant 1 heure. Et ça donne tout de suite, on va dire, une coloration. Et puis, dernière chose, questionner les bénéfices. Donc, première question, comment est-ce que votre projet se situe par rapport à la trajectoire de l'accord de Paris? L'accord de Paris prévoit que nous divisions par 2 nos émissions d'ici 2030. C'est le premier jalon avant la neutralité carbone visée en 2050. Donc, comment votre projet divise par 2 les émissions en 7 ans? S'il ne le fait pas, c'est mal. Parce qu'en fait, tout le monde doit le faire. Voilà, nous comme les autres. La deuxième chose, comment est-ce que ça favorise la sobriété? Donc je prends la sobriété telle qu'elle est identifiée par le GIEC. C'est à la fois l'air, c'est à la fois l'eau, c'est l'énergie, c'est les matières, c'est le sol. Voilà, comment ce qu'on fait en fait est sobre pour l'utilisation de toutes ces ressources-là. Et puis dernière chose, en quoi est-ce que ça apporte plus de justice et donc de paix sociale? Et si un projet ne permet pas de répondre à ça, eh ben, il faut le revoir. Et pour aller plus loin, pour ceux qui veulent découvrir un peu plus cette dimension systémique, donc on a beaucoup de chance parce que nous sommes des nains, mais nous sommes portés sur des épaules de géants, comme le disait Bernard de Chartres, c'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir se hisser sur des gens qui ont pensé les choses avant nous. Ils sont très nombreux. Souvent, en fait, en tant que designer, on ne les connaît pas. Donc, je vous en montre quelques-uns. Edgar Morin, évidemment, c'est le grand penseur de la complexité en France, mais aussi Russell Ackoff, Hassan Özbekan, dont je vous ai parlé, Donella Meadows, qui a travaillé pour le MIT, notamment le Club de Rome, Bruno Latour, qui est décédé cette année, Alexander Christakis, qui œuvre beaucoup sur les sujets de citoyenneté, Peter Senge, qui a écrit La 5e discipline, et puis d'autres qui ont œuvré avec eux. Et puis, si vous avez, on va dire, pas forcément le courage de découvrir leur travail et leurs œuvres, vous pouvez aller chercher dans les outils de tout un tas de designers et de penseurs qui ont pensé des outils qu'on peut s'approprier, nous, en tant que designers, dans le cadre d'ateliers, dans le cadre de nos travaux exploratoires. Donc, je vous les présente là, mais vous pouvez faire encore plus facilement. Vous pouvez les trouver avec toute l'explication de ces différents outils dans différents ouvrages.
Donc, je vous en présente 2 qui sont en anglais, qui est Design Journeys Through Complex Systems, écrit par Christelle Vanel et Peter Jones, sorti l'année dernière, et qui est un ouvrage absolument incroyable qui répertorie 42 outils et qui explique comment les mettre en place, quelles sont les conditions. Le travail de Tom Bochart, qui œuvre dans une agence de design au service de l'environnement et qui a créé sa propre méthodologie qui s'appelle Symbiosis in Development et qui travaille à Amsterdam et qui a écrit ce livre qui est téléchargeable au format PDF gratuitement. Et puis pour ceux qui ne veulent pas du tout lire en anglais, voilà, vous pouvez aussi consulter le livre que j'ai écrit et qui est sorti en février. Si vous voulez en savoir plus, quelques mots-clés. Si vous souhaitez mener des recherches au-delà de tout ça, vous pouvez chercher sur Systemic Design, sur Structured Dialogic Design, donc le design dialogique structuré, la science du design dialogique, et puis aussi le Dispute System Design que j'ai découvert récemment grâce à une thèse d'une étudiante qui étudie la façon dont le design systémique peut être utilisé dans la résolution de conflits sans passer par le juridique. Voilà, c'est une thèse de droit. Et c'est aussi une façon de repenser la façon d'apaiser les choses et de résoudre les conflits. Je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'on a du temps pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour. Alors, je me présente, je travaille comme designer à Dassault Systèmes et effectivement, ces logiques de d'éco-conception et surtout d'économie circulaire sont centrales dans nos réflexions. Tous ces outils de design système sont essentiels et pas assez utilisés, je suis bien d'accord. Après, dans mon quotidien, il m'apparaît de plus en plus que la question du design circulaire est vraiment très liée aux données et à avoir accès à la donnée, à avoir le cycle de vie de la donnée, l'utiliser comme un outil de design et comme un compagnon du designer. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas encore. Et je ne sais pas si vous avez des outils, des banques de données utilisables pour les designers dans le cadre de ce genre de réflexion de design systémique, au-delà des outils type workshop. Alors oui, effectivement, il y a l'analyse de cycle de vie qui existe, qui est parfaitement normée, mais j'imagine que c'est ce à quoi vous faisiez référence. Oui, alors ça on connaît, et puis même à vrai dire, on a lié la maquette numérique avec le cycle de vie aujourd'hui de façon plus efficace que des cycles de vie classiques qui sont très décorrélés du design. Mais pour moi, ça, c'est améliorer l'existant et effectivement valider d'un point de vue normatif nos choix quant à des normes d'ailleurs que vous avez évoquées. Mais quand on parle véritablement de faire un design systémique, je trouve qu'on n'est pas forcément très outillé, au-delà des outils qui aident à la pensée. Mais... Alors, peut-être que j'aurais dû expliquer ça. En fait, quand on intervient dans une démarche de design systémique, il faut bien comprendre que, globalement, en fait, c'est pas vous qui designez. C'est-à-dire que vous allez identifier tous les gens qui sont concernés, et c'est ces gens-là que vous allez faire travailler. C'est pour ça qu'on a des ateliers qui sont des World Café, qui vont réunir 50, 100 personnes, qui sont des gens avec des points de vue différents. Et dans tous les cas, ces gens-là, ce sont les gens qui vont ensuite mettre en place les solutions qui sont imaginées et que eux-mêmes ont imaginées. C'est-à-dire que le designer n'est pas quelqu'un, au fond, qui design. C'est quelqu'un qui est là pour soutenir toute une initiative collective qui lance, qui cadre, qui met en place, dont il formalise tout ça et qui va arriver à la fin avec des projets, sachant qu'à la fin, les projets, la feuille de route peut contenir des projets design tels que ceux qu'on a l'habitude de gérer, c'est-à-dire des campagnes de communication, des dispositifs numériques, des objets, de la signalétique, enfin toutes choses qu'on manipule. Mais le designer n'est pas quelqu'un qui va forcément
designer. D'ailleurs, on ne design pas un système, on va juste designer des interventions dans un système existant. On n'arrive jamais avec une page blanche et on va accompagner les gens pour le faire, mais on n'est pas, on va dire, on n'est pas redevable du design d'un produit. Donc c'est ça aussi qui change la façon de faire. Et donc les experts, ils sont dans votre salle. Les gens qui connaissent, les gens qui ont les données, ils sont dans votre salle. C'est eux qui ont les ordres de grandeur, c'est eux qui ont la connaissance. Et c'est pour ça qu'on arrive à travailler sur des sujets qui sont très très différents, certains extrêmement techniques, parce que ceux avec lesquels vous travaillez, c'est les sachants du domaine. Donc c'est pour ça aussi que souvent la donnée, les gens avec lesquels vous travaillez, ils l'ont déjà d'une façon ou d'une autre. Oui, ils sont capables d'aller la chercher. Alors, je trouve ça intéressant parce que pour moi, ça touche le rôle du designer aujourd'hui. Et finalement, on sait que le design, ça évolue. Hein, c'est une fonction qui est au regard aussi de la technologie et de l'état de la société. Et donc, on parle beaucoup plus d'un rôle politique du design aujourd'hui, et au sens opérationnel du politique, hein, organiser, driver. Peut-être que qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est que le designer, demain, sera beaucoup plus dans un rôle de gestion politique des projets? Moi, j'ai un petit peu du mal à donner un cadre exact, parce que je trouve qu'il y a à peu près autant de façons de faire du design que de gens qui sont designers. Donc, je ne vais pas les mettre dans des boîtes. Ce que je sais, c'est que la démarche, aujourd'hui, ce n'est pas la démarche de quelqu'un omniscient qui décide pour les autres. La démarche, c'est celle d'avoir des outils qui nous permettent de comprendre la complexité et d'éviter de faire en sorte que tout ce qu'on design ne fasse qu'aggraver les problèmes. Moi, je travaille dans le numérique depuis des années 2000, enfin même un peu avant. Et si je compare ce à quoi on est arrivé par rapport à ce dont on rêvait, je vois bien qu'on n'y est pas. Donc, mais je n'arriverai pas à faire une job description du designer idéal. Je ne sais d'ailleurs même pas si ça existe. Je ne sais pas trop comment répondre à votre question. Non, mais il n'y a pas de réponse. Mais moi, je vous rejoins dans le sens où... je suis contente. Finalement, le rôle du design évolue très clairement, quoi. Mais par contre, pour moi, le paradoxe, c'est que très souvent, les designers n'ont pas le mandat de faire ce qu'il faudrait. Alors moi, j'entends pas cette. Tout le monde dit toujours ça. Moi, je pense que j'ai toujours défendu une vision haute du design. Je pense que le design doit être représenté dans tous les COMEX des entreprises. Je ne comprends pas qu'il ne le soit pas, au même titre que la communication, le marketing, les ventes, la production et toutes les autres disciplines. Et je pense que c'est à nous de nous emparer de ce sujet-là. Parce que si vous regardez vraiment bien ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, les seuls qui ont réussi à faire travailler des gens de disciplines différentes dans les entreprises, c'est les designers. Et c'est personne d'autre. Vraiment. Donc ça, on sait le faire et aujourd'hui, on en a besoin. Donc après, je n'ai pas d'idée sur la politique ou des choses comme ça, mais je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer, on a des compétences pour le faire, on a des outils qui ont été faits par d'autres qu'on peut s'approprier et on peut tout à fait défendre ça, d'autant que, comme je le disais, il y a tellement d'arguments que c'est très très difficile de dire qu'on se moque complètement de l'environnement, du social et du RSE dans les entreprises aujourd'hui. C'est même devenu un critère dans le jugement des réponses aux appels d'offres. Donc évidemment que c'est important et je pense que nous, on a toute notre place pour contribuer à ça. Tout à fait. Merci, je ne veux pas monopoliser la parole. Ah non, pas de problème. D'autres questions peut-être? Qui lève la main? Personne? Ah, plus bas? Bonjour à tous. Non, mais je me permets, c'est une petite réflexion, comme on est tous ensemble, c'est les UX Days. C'est des vrais sujets, mais c'est pour aussi revenir sur ce que vous disiez, Sylvie. Moi, je suis de formation ergonome cognitiviste, donc UX researcher aujourd'hui, comme on dit, même si on parle du UX research, mais je ne vois pas trop la différence entre l'ergonomie cognitive et le UX research. Pour moi, c'est la même chose. Mais je me questionne souvent parce que
au niveau du design ou de l'ergonomie, je trouve qu'il y a... Alors c'est une réflexion complètement... comment dire, j'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais de ce que j'ai pu observer, j'ai l'impression que les designers et les ergonomes ne travaillent pas forcément ensemble. Alors qu'il y a, enfin peut-être que j'exagère, hein, mais il y a beaucoup de travaux, par exemple en ergonomie prospective, je cite notamment Éric Brangier et bien d'autres chercheurs en ergonomie en France, et j'ai l'impression que souvent, il n'y a pas forcément de collaboration, et j'espère me tromper bien évidemment, entre designers et ergonomes qui sont des spécialistes du facteur humain et qui eux aussi font travailler comment dire, différents acteurs dans une entreprise pour collaborer, pour répondre à des solutions en prenant en compte tous les facteurs complexes, bien entendu. Bon, c'est juste une réflexion comme ça, comme on est au UX Days, peut-être pour amener à des réflexions ensemble plus tard sur design et ergonomie. Voilà. J'ai du mal à répondre, en fait. Je sais pas quoi dire. En fait, je trouve ce qui est difficile, c'est effectivement de mettre des gens dans des boîtes parce que très souvent, les designers ont des parcours et ont des compétences très différentes les uns des autres. Donc, il y en a certains qui viennent de l'ergonomie. Tout le monde connaît Amélie Boucher, qui est une super designeuse et qui prend toutes ses racines dans l'ergonomie et qui a fait énormément de livres sur le sujet. Et j'ai pas l'impression que ça pose le moindre problème. Donc, je vois pas très très bien où est le souci. Moi, je pense qu'il faut apprendre à collaborer et qu'il faut pas être faut pas s'arc-bouter sur des disciplines qu'on a pu apprendre, à la fac, à l'école, mais au fond, la vie professionnelle, elle est très 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 longue et on ne cesse d'apprendre. Donc moi, je sais pas, je ressens pas ça. Et en tout cas, pour le systémique, c'est pas un problème du tout. Enfin, les problèmes sont pas ceux-là, quoi. Mais merci. On a une autre question ici. Bonjour tout le monde. Alors, je vais me présenter brièvement. Sarah Jessica Mergui, Head of Experience Design chez LVMH Beauty Tech. Je voulais juste apporter une nuance, si vous êtes d'accord, en toute humilité, sur le terme designer, parce que tout le monde n'est pas designer dans l'expérience design. On a des managers, on a des researchers, des ethnographes, des ergonomes et des designers, des créas. Je suis d'accord sur le terme designer pour vulgariser notre métier. C'est plus simple, parfois, de présenter ce terme-là en disant on fait de la conception du design. Mais j'apporterai cette nuance pour également essayer de répondre je crois que c'était monsieur qui était là-bas, je ne me rappelle plus son nom, mais ce job-là peut exister à travers le rôle de l'UX stratégiste, le côté tactique politique, ou même de valoriser la réflexion autour des questions environnementales. Ça peut être porté par ce job-là. Donc l'UX stratégiste, ce n'est pas forcément un designer, il a pu avoir eu des missions ou un rôle de designer, de DA, et il s'est rendu expert sur la stratégie. Donc il faut s'appuyer aussi sur ce rôle-là. Je suis d'accord sur le fait que quand vous disiez qu'il y a des nouveaux métiers qui ont émergé, l'UX stratégiste comme le Head of Experience Design est également un nouveau métier dans le rôle de l'experience design. Sur la partie, est-ce que les ergonomes, l'impression que les ergonomes et les designers collaborent pas forcément ensemble. Je pense que c'est une perception qui peut être partagée dans différentes entreprises. Néanmoins, pour y répondre, il y a le rôle du design ops, de l'UX stratégie, le Head of Experience Design, qui permet de préserver cette collaboration au sein des différents experts et métiers dans cette expérience design. Sur l'environnemental, je suis d'accord. Je crois que je ressens aussi le fait qu'on manque de mandat ou une autorité suprême, UX ou autre, qui permet d'appuyer aussi notre rôle de concepteur pour préserver justement et travailler sur les projets et préserver cette voie de réflexion sur comment on intègre un projet UX, Experience Design, avec les valeurs environnementales. Voilà pour moi. J'ai pas compris la question.
pas vraiment de question. J'apportais une nuance pour essayer de répondre aux différents thèmes, et j'appuyais aussi le fait qu'on manque de mandats. Les designers sont parfois sous-estimés dans leurs travaux. Pour moi, c'est très important que ça soit porté, et je trouve que vous avez trouvé une solution. Peut-être que effectivement, ça doit être porté auprès des membres du COMEX, parce que ça manque. Et dans les entreprises, dans toutes les entreprises dans lesquelles j'étais, il y a très peu de membres du COMEX qui ont ces valeurs portées utilisateurs. Et c'est une très bonne idée. Alors, cette question du mandat, très honnêtement, moi j'ai commencé à travailler dans une démarche centrée sur l'utilisateur au milieu des années 2000, et je peux vous dire que personne ne m'a jamais donné de mandat. Et j'ai toujours introduit les méthodes parce que je pensais que c'était bien et parce que ça servait le projet, et j'expliquais toujours pourquoi ça servait le projet, et j'ai jamais eu aucun problème pour le faire entendre. Si on avait dû attendre qu'on nous donne le mandat du UX designer, on en serait encore là. Donc, pour moi, en fait, c'est nous qui sommes les professionnels de notre travail. Quand on nous donne un projet, c'est nous qui savons le temps qu'on va y passer, et c'est nous qui choisissons nos outils, et c'est nous qui choisissons nos questions, c'est nous qui identifions les problématiques. Et donc, dans cette problématique-là, la question, c'est quel est l'impact de ce que je fais? Et comme c'est 80% des impacts environnementaux qui vont être directement liés au choix qu'on fait, il faut faire des choix éclairés. Et pour faire des choix éclairés, on a des outils. Et ce n'est pas tous des usines à gaz, c'est ce que je vous explique, mais vous pouvez largement le faire. En fait, il n'y a personne qui vous interdit de le faire. Et en plus, si même on vous pose la question pourquoi vous le faites, vous avez un paquet de bonnes réponses pour lesquelles vous le faites. Donc vous pouvez très très bien vous dire, au lieu de passer 2 heures là-dessus, j'y passe 1 heure, et je passe 1 heure à explorer autre chose. Et ça, il n'y a pas un designer dans la salle qui n'est pas capable de changer en 2 heures de temps son travail et de trouver une économie de temps, d'éviter de faire un pixel perfect là où ça ne sert à rien, pour s'intéresser à d'autres sujets. Donc pour moi, en fait, le mandat, c'est à vous de le prendre. En fait, c'est à nous de le prendre. Si moi, j'avais attendu qu'on me dise que je faisais du design systémique pour en faire, j'en aurais toujours pas fait. Et si on m'avait demandé, si j'avais attendu qu'on me dise d'avoir une démarche centrée sur l'utilisateur, ça n'existerait même pas. Quand j'ai créé UX Paris en 2009, on était 10 autour de la salle, on n'avait aucun le titre du UX designer, donc, et tous, on l'a fait parce qu'on l'a fait. En fait, il faut le faire. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Il faut le faire, et il y a des petits outils que vous pouvez introduire et qui permettent de sensibiliser et d'aligner tous les gens avec qui vous travaillez sur les projets. Et de toute façon, je pense que vraiment, on n'a pas le choix de faire autrement, en fait, aujourd'hui. Compte tenu de l'urgence et de la situation dans laquelle se trouve la planète au sens large, on n'a plus le choix de faire des interfaces et de se dire qu'on fait des parcours utilisateurs et qu'on a fini notre job. Parce que c'est pas vrai. Et si on bosse pour des Airbnb et des loueurs de trottinettes électriques, j'aimerais savoir c'est quoi leur vie là maintenant, le démantèlement. C'est quoi qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec les produits? Qu'est-ce qui va se passer avec les trottinettes? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui va designer ça? Donc, bien sûr que c'est directement lié à la façon dont les choses ont été conçues. Et moi, je pense que, en tant que designer, stratégiste, quels que soient les noms, représentants du COMEX, consultants, pour moi, c'est des outils de design systémique, mais n'importe qui peut décider de les utiliser. C'est des outils, voilà. Et oui, je pense qu'il faut vraiment le faire. Et je suis ravie qu'on m'ait donné l'occasion aujourd'hui de vous le dire. C'est sûr. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci Sylvie. Je pense qu'on a encore une question ici. Ah, une question. Bonjour, je m'appelle Flore, je travaille chez Le Bon Coin, je suis ex-designer. Merci pour votre intervention. Je vois pas. Ici. Ah, pardon. Désolée, excusez-moi. J'ai oublié une étape. En fait, moi, ce que je vois, c'est que j'ai fait des études de design, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce que je pense qu'on a tous et toutes un parcours qui peut être assez différent. Néanmoins, ce qui m'a manqué,
et que j'ai pu retrouver par mon seul désir, c'était des éléments de data extérieure, des éléments de sociologie, d'ethnographie, et qui n'étaient absolument pas dans ma formation. Et pour moi, c'est essentiel parce qu'en fait, je sens que c'est un manque qu'on a, qui nous pèse dans notre leadership, dans notre capacité à influer aussi les décisions de conception à une échelle plus systémique, comme vous l'avez décrite. Donc ma question, c'est comment on fait pour enrichir les formations de design aujourd'hui, puisque vous, par ailleurs, vous intervenez à Sciences Po. Est-ce que vous avez l'intention d'intervenir dans des écoles de design, même si elles sont très nombreuses et c'est assez... Il y a pas mal d'offres, mais comment on fait en fait pour être mieux armés, nous, en tant que designers, en tant que porteurs de cette compétence, pour mieux amener toute cette notion de design systémique? Alors, il y a plein de sujets que vous abordez. Déjà, effectivement, sur l'ethno et la recherche, c'est vrai que c'est souvent assez peu étudié dans les écoles, ça c'est vrai. C'est vrai qu'en systémique, la part de la recherche est énorme. Quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. Et ce sont tous les outils qu'on connaît très très bien en design, comme le design d'expérience utilisateur que vous pratiquez tous les jours. Effectivement, je donne des cours. Alors, je donne des cours au Sciences Po, mais je donne aussi des cours à Panthéon-Sorbonne dans la section art plastique. Je donne des cours aussi à Penningen, où Penningen, c'est plutôt une école de designers. Je donne aussi des cours à Gobelin. D'ailleurs, j'ai vu des anciens étudiants qui étaient dans ma classe. Et dans tous ces endroits-là, en fait, justement, j'enseigne le design systémique. Et puis, je fais aussi un masterclass avec le laptop, et en particulier Pauline Thomas et Rachel Donat, pour diffuser les outils et montrer comment on peut les utiliser dans le cadre de projets. Donc, on va dire, j'essaye de faire connaître la démarche et la diffuser. Je ne peux pas être partout, mais moi, il me semble quand même que nos parcours, c'est toujours des parcours où on ne cesse d'apprendre. Et c'est vrai que ce que vous dites, c'est vrai qu'on peut être très très bien formé par une très bonne école. Il n'empêche que c'est au fur et à mesure des projets, des questions qui nous sont posées, des gens qu'on rencontre, qu'on ne cesse d'élargir nos outils, notre arsenal, notre réflexion. Et que c'est sans fin, en fait, on est toujours dans cet apprentissage. Mais moi, je trouve que les designers le font très bien, ça, en fait. Apprendre constamment, la profession ne cesse de changer, les outils ne cessent de changer, les design systems, ça n'existait pas il y a quelques années, maintenant c'est partout, le design ops, dont on parlait à peine il y a 4 ans, maintenant c'est dans les entreprises. Donc, les designers ne cessent de faire évoluer leurs pratiques, leurs outils, d'embrasser des tas de disciplines autres pour s'approprier justement tout ça. Donc, pour moi, ça va aussi beaucoup avec le métier. On ne peut pas, même en 5 ans de super études, tout savoir. On débute et après, c'est la pratique qui va faire ça. Donc, c'est bien aussi. On a encore plein de trucs à apprendre et à s'apprendre les uns les autres. Donc, moi, je le vois comme des choses positives. Sinon, on s'ennuierait terriblement. Hein. Non ? Oui, c'est possible. Merci pour votre réponse. Ouais. J'ai une dernière question sur ma droite. Merci pour votre conférence. J'avais une question là. Je crois que... Bon, je vais la poser quand même. Je suis là. Ah d'accord, en fait c'est totalement à contre-jour, parce que oui. j'ai un projecteur derrière et en fait, pardon, c'est pour moi. En fait, vous avez beaucoup parlé de design produit, un peu du design systémique autour de produits physiques. Et je me demandais si ça s'appliquait aussi au numérique purement. C'est-à-dire, moi, je travaille dans des projets d'open source. Donc, mes utilisateurs ne voient que une interface. Il n'y a jamais de produit derrière l'interface, à un moment en échange de produits ou quelque chose. C'est vraiment des data scientists qui utilisent un produit open source. Donc, est-ce que vous avez des exemples de comment le design systémique, vous avez vu ça sur des projets purement numériques? Alors ça, on tombe typiquement sur des questions de numérique responsable. Donc la question, c'est comment, si on imagine que c'est uniquement un dispositif intégralement dématérialisé, qui ne touche aucun métier, qui ne change la vie d'aucune personne, ce qui, à mon avis,
pas forcément vrai. Vous pouvez vous questionner sur comment c'est fait. Est-ce que vous avez beaucoup de requêtes serveurs? Est-ce que vous pouvez économiser les choses? Où est-ce que les choses sont hébergées? Comment l'ensemble fonctionne? Et quels sont tous les impacts environnementaux, ne serait-ce que de votre hébergement et ensuite de votre trafic de données? Et est-ce qu'il y a des moyens de limiter le nombre de données? Et comment vous imaginez de baisser les émissions de gaz à effet de serre pour les diviser par 2 dans les 7 ans qui viennent sur votre plateforme? Ça, c'est des très bonnes questions. C'est vraiment des questions de Green IT. Je pense que d'autres les aborderont ici. Et vous allez avoir plein d'acteurs, et vous allez avoir plein de questions, et vous allez vous poser les questions. D'ailleurs, où sont hébergés vos fichiers? Et donc, vous allez forcément, de ce fait-là, avoir un regard systémique sur votre activité. Donc, vous l'avez peut-être déjà, et peut-être que c'est déjà des choses que vous embrassez dans votre travail. On va dire que ce qui est, on va dire, particulier je pense, dans la démarche, c'est qu'on se pose la question, où est-ce que je peux être sobre? Où est-ce que je peux réduire mes émissions? Où est-ce que je peux utiliser moins d'eau? Où est-ce que je peux artificialiser moins de terre? Où est-ce que je peux être régénératrice? Où est-ce que je peux avoir plus de justice sociale? Où est-ce que je peux travailler sur l'inclusion? En fait, c'est toutes ces questions-là qui, de fait, sont des questions complexes. Et après, quel que soit votre thématique, votre sujet, qui soit relativement limité ou plus large, de toute façon, vous pouvez quand même aborder la question de ce point de vue-là, sans vous dire j'ai juste une interface, j'ai juste des gens, je fais juste une API, parce qu'au fond, c'est jamais juste une interface, c'est juste une API. Il n'y a rien de moins dématérialisé que le numérique. C'est des extractions de malades pour créer des data centers qui sont pleins de béton et qui rejettent de la chaleur partout dans le monde, avec des conduits qui utilisent le cuivre et la fibre optique et du sable. Et voilà, il n'y a rien de moins dématérialisé que ça. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre préoccupation. Oui, c'est vrai, merci. Si jamais il y a des designers dans la salle qui ont travaillé sur l'open source, je serais ravie d'en discuter aussi, parce que du coup, les logiciels sur lesquels je travaille ne sont pas privés. Ce n'est pas celle de mon entreprise. Tout le monde peut y contribuer. C'est le logiciel libre. Et du coup, c'est un peu plus dur de contrôler tous ces paramètres-là. Donc c'est super intéressant. Vous pouvez vous dire, est-ce que je fais un manifesto? Est-ce que je fais des gens qui vont justement vérifier que le code est fait correctement? Est-ce que je limite les requêtes serveurs? Voilà, toutes ces questions-là, vous pouvez vous les poser. Il faut vous les poser aussi avec votre équipe de développement, et avec tous les gens qui contribuent. Oui, merci. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci à tous. Merci Sylvie.